Et si je te disais que la qualité de ta journée entière se décide non pas en fonction de ce qui t'arrive, mais en fonction de ce que tu fais dans les 10 premières minutes après ton réveil, non pas ce que tu accomplis, non pas combien de messages tu réponds, non pas combien de tâches tu coches sur ta liste, mais comment tu choisis d'habiter ce passage fragile et précieux entre le sommeil et le monde. Chaque matin, avant même que tu aies posé un pied sur le sol, quelque chose se passe dans ton esprit. Les obligations arrivent. Les inquiétudes reviennent comme des visiteurs indésirables qui connaissent le chemin par cœur. Les souvenirs de la veille refont surface. Les peurs se réveillent en même temps que toi, parfois même avant toi. En quelques secondes, ton espace intérieur est déjà encombré, déjà envahi, et déjà colonisé par tout ce que la journée va te demander. Et tu n'as pas encore ouvert les yeux complètement. Ce n'est pas ton corps qui est fatigué le matin. C'est ton esprit qui commence à courir avant même que tu lui en aies donné la permission. La plupart des gens se réveillent dans la précipitation. Une alarme agressive qui brise le silence. Un geste automatique vers le téléphone posé sur la table de nuit. Les notifications, les nouvelles du monde, les urgences des autres qui s'invitent dans ton espace mental avant même que tu aies pris contact avec toi-même. En quelques secondes, tu es déjà ailleurs, déjà dispersé, déjà en train de répondre à un monde qui n'a pas attendu que tu sois prêt, qui ne t'a pas demandé si tu étais disponible, qui suppose que tu l'es toujours. Ce que la sagesse bouddhiste enseigne depuis des siècles, et que la psychologie moderne commence à confirmer avec ses propres outils, c'est que le matin n'est pas seulement un moment biologique où le corps sort du sommeil, c'est un passage psychologique, presque spirituel, une frontière invisible entre deux mondes. Celui des rêves, où l'esprit vagabonde librement, et celui des responsabilités, où l'esprit doit se structurer, répondre, produire, s'adapter. La manière dont tu franchis cette frontière détermine la couleur intérieure de toutes les heures qui suivent. Aujourd'hui, je vais te partager 8 pratiques, pas des obligations supplémentaires à ajouter à une journée déjà chargée. Pas des rituels compliqués qui nécessitent 1 heure de préparation et une vie parfaitement organisée. Des gestes intérieurs simples, accessibles à n'importe qui, dans n'importe quelle vie, dans n'importe quel contexte. Des gestes qui, pratiqués avec régularité et sincérité, transforment subtilement mais profondément ta relation à toi-même et à chaque journée qui commence. Le réveil conscient. La première pratique commence avant même que tu te lèves. Elle commence dans ces quelques secondes étranges et précieuses où tu es déjà éveillé mais pas encore debout, où le monde n'a pas encore tout à fait repris ses droits sur toi, où il existe encore un espace qui t'appartient entièrement. Quand tu ouvres les yeux, ne bouge pas immédiatement. Résiste à l'impulsion automatique de te lever, d'attraper le téléphone, de commencer à calculer mentalement tout ce que la journée va exiger de toi. Reste immobile, quelques secondes seulement, pas des heures, pas même des minutes nécessairement. Quelques secondes suffisent pour changer quelque chose d'essentiel. Sens le poids de ton corps contre le matelas, la texture des draps sur ta peau, la température de l'air sur ton visage. Écoute les sons, même lointains, même ordinaires. Le bruit de la rue, le souffle du vent, les premières lumières qui filtrent à travers les rideaux. Observe sans analyser, ressens sans juger. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de spectaculaire, il ne s'agit pas de méditer pendant 1 heure dans une posture parfaite. Il s'agit simplement d'être là, complètement là, avant d'être ailleurs. Dans la tradition bouddhiste, chaque instant est une opportunité d'éveil, et le matin est peut-être la plus pure de ces opportunités. Parce que l'esprit n'est pas encore totalement envahi par le tumulte du monde. Il est encore malléable, encore proche du silence du sommeil, encore capable d'accueillir quelque chose de calme avant d'être rempli par l'agitation du jour. Prends 3 respirations lentes, pas pour les contrôler de manière rigide, pas pour accomplir une technique parfaite, mais pour les ressentir pleinement. L'air qui entre, l'air qui sort, le ventre qui se soulève et qui redescend. Tu ne cherches pas à réussir ton réveil, tu cherches simplement à l'habiter. Puis pose intérieurement une phrase simple. Je suis vivant. Cette journée commence. Ces mots ne sont pas magiques, ils n'ont rien d'extraordinaire en apparence, mais ils créent quelque chose de fondamental. Une présence, une conscience. Ils installent en toi une disposition à exister avant de produire, à être avant de faire. Le réveil conscient est un acte de respect envers toi-même. Certes, tu te donnes quelques secondes avant de donner ton énergie au monde. Tu te reconnais comme un être humain, pas comme une machine programmée pour répondre et produire dès que les yeux s'ouvrent.
Observe aussi l'état de ton esprit au réveil. Est-il lourd, agité, paisible? Ne le juge pas. Accueille-le tel qu'il est. Si tu te réveilles avec une inquiétude, dis-toi simplement « voilà l'inquiétude ». Si une fatigue émotionnelle est présente, remarque-la doucement. Le simple fait d'identifier ce qui est là crée déjà un espace. Et cet espace est essentiel, car sans espace, tu deviens tes émotions, tu deviens ta fatigue, tu deviens ton stress. Avec l'espace, tu redeviens l'observateur de tout cela plutôt que le prisonnier. Le réveil conscient n'ajoute rien à ta vie. Il enlève la précipitation inutile, il enlève l'automatisme. Ça, il enlève la dispersion immédiate. Et dans cet espace libéré, quelque chose d'autre apparaît. Une forme de dignité tranquille. Une compréhension que tu n'as pas besoin de commencer la journée dans la lutte. Que tu peux la commencer dans la présence. Même si tu n'as que 2 minutes. Même si tu vis dans un environnement bruyant. Même si ta journée s'annonce particulièrement chargée. Ces instants t'appartiennent. Ils sont intérieurs. Personne ne peut te les retirer. Avec le temps, ce rituel modifie subtilement ta relation à chaque jour. Tu ne te lèves plus pour courir. Tu te lèves pour vivre. Tu n'attaques plus la journée comme un champ de bataille à conquérir. Tu l'accueilles comme un terrain d'expérience, imparfait, imprévisible, mais habitable. Et progressivement, tu remarques que cette manière de commencer influence tout le reste. Que tes paroles deviennent un peu plus calmes, tes gestes un peu plus conscients, tes réactions un peu moins impulsives, parce que tu as commencé en étant présent à toi-même. Tout commence là, dans ces premières secondes où, au lieu de te précipiter hors de toi-même, tu choisis simplement d'ouvrir les yeux et d'habiter pleinement le miracle discret d'un nouveau matin. Observer ses pensées, sans jugement, à peine réveillé, ton esprit commence à parler. Il parle vite, il parle fort, et souvent il parle sans que tu lui aies rien demandé, sans attendre ton autorisation, sans se soucier de savoir si tu es prêt à l'entendre. Je suis déjà en retard. Cette journée va être difficile. Je n'aurais pas dû dire ça hier. Et si ça se passait mal aujourd'hui? Et si je n'y arrivais pas? Et si tout s'effondrait? Car les pensées surgissent comme une pluie fine que tu n'as pas vu venir, ou parfois comme une tempête que rien ne semblait annoncer. Le problème n'est pas qu'elles apparaissent. L'esprit pense, c'est sa nature profonde, comme le cœur bat sans qu'on lui en donne l'ordre. Le problème, c'est que tu les crois immédiatement. Tu fusionnes avec elles sans t'en rendre compte. Tu deviens la pensée au lieu d'observer la pensée. La pratique bouddhiste de l'observation sans jugement propose un changement de posture intérieure fondamentale. Au lieu d'être dans la pensée, emporté par elle, tu te places devant elle. Tu deviens l'observateur plutôt que le personnage. Imagine que ton esprit est un ciel vaste et ouvert, infini, dans toutes les directions. Les pensées sont des nuages qui le traversent. Certains sont légers, presque transparents, l'eau à peine visible. D'autres sont sombres, denses, menaçants. Mais aucun nuage, aussi massif soit-il, n'est le ciel lui-même. Le ciel reste stable, immense, inchangé par ce qui le traverse. Il était là avant les nuages et il sera là après eux. Quand une pensée apparaît, le matin, ne la combats pas. Ne cherche pas à la remplacer immédiatement par quelque chose de positif. Ne te dis pas que tu ne devrais pas penser ça, que c'est mal, que c'est faible, que tu devrais être au-dessus de ça. Ce serait ajouter une seconde couche de jugement par-dessus la première et alourdir encore davantage ce qui était déjà pesant. Regarde-la simplement, avec curiosité plutôt qu'avec hostilité. Tiens, voilà l'inquiétude, voilà la critique intérieure, voilà l'anticipation négative qui revient comme chaque matin. Et le simple fait de nommer une pensée crée une distance entre toi et elle. Et cette distance est précieuse, peut-être même essentielle. Elle te rappelle que tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce qui traverse ton esprit, que tout ce qui surgit dans ta tête n'est pas nécessairement vrai, que tout ce qui semble urgent à 5 heures du matin ne l'est peut-être pas autant que ton mental veut bien te le faire croire. La différence entre dire « je suis stressé » et dire « il y a du stress en moi en ce moment » est subtile, en apparence, presque imperceptible, mais elle est profonde en réalité. Dans la première phrase, tu es entièrement identifié au stress. Tu es le stress. Dans la seconde, tu reconnais sa présence sans t'y réduire. Tu es quelque chose de plus grand que ce que tu ressens en ce moment. Là, le jugement est ce qui alourdit les pensées et leur donne du pouvoir. Quand tu juges, mais une pensée négative comme mauvaise, comme inacceptable, tu entres en lutte contre elle. Et toute lutte intérieure crée de la tension supplémentaire. Elle épuise avant que la journée n'ait vraiment commencé. Observer sans juger, c'est adopter une curiosité bienveillante, presque scientifique.
comme un chercheur qui étudie un phénomène naturel sans s'énerver contre la pluie, sans condamner le vent, sans vouloir que la météo soit différente de ce qu'elle est. Ton esprit fonctionne par association, une pensée en appelle une autre. Une inquiétude présente en réveille une plus ancienne. Si tu n'es pas conscient de ce mécanisme, tu te retrouves entraîné dans une chaîne automatique qui peut t'assombrir toute une matinée avant que tu n'aies rien accompli. Mais si tu t'arrêtes quelques secondes, si tu prends une respiration et que tu regardes la pensée au lieu de la suivre aveuglément, tu brises cette chaîne. Tu reprends une forme de liberté. Le matin est un moment stratégique pour cette pratique parce que l'esprit est encore malléable, encore proche du calme du sommeil. Si tu apprends à observer tes pensées dès le réveil, tu entraînes ton cerveau à adopter cette posture tout au long de la journée. Progressivement, les pensées continuent d'apparaître, mais elles ne te dirigent plus avec la même force irrésistible. Elles deviennent des événements mentaux, pas des vérités absolues gravées dans la pierre. Et parfois, en observant calmement une pensée anxieuse, tu réalises qu'elle n'est humaine, qu'elle n'avait aucune base réelle, qu'elle était simplement une habitude, un vieux réflexe hérité de vieilles peurs. Cette prise de conscience, aussi petite soit-elle, est libératrice d'une manière que les mots décrivent difficilement. La respiration consciente. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu possèdes depuis ta naissance et que tu utilises chaque seconde de ta vie sans jamais y prêter la moindre attention. Ta respiration. Elle est toujours là, silencieuse, fidèle, stable, présente dans les moments de joie comme dans les moments de détresse. Et pourtant, le matin, quand l'esprit commence à s'agiter, quand les pensées commencent alors à se précipiter, tu oublies complètement qu'elle peut devenir ton point d'appui le plus solide, le plus immédiat, le plus accessible. Dans la tradition bouddhiste, la respiration est décrite comme une porte vers le moment présent, une porte vers la stabilité intérieure, et une porte vers le calme qui existe en toi-même quand tout semble chaotique autour. Non pas parce qu'elle est mystique ou réservée à des pratiquants avancés, mais parce qu'elle est réelle, concrète, immédiate. Elle est toujours disponible, elle ne dépend de personne d'autre. Elle ne nécessite aucun outil, aucune application, aucun abonnement, aucune condition particulière. Lorsque tu te réveilles, avant même que les pensées prennent toute la place, avant même que l'agenda de la journée commence à se déployer dans ton esprit, dirige doucement ton attention vers ton souffle. Ne cherche pas à le modifier brutalement dès le départ. Observe-le d'abord tel qu'il arrive naturellement. Est-il court, rapide, superficiel, profond, lent, irrégulier ? Cette simple observation change déjà quelque chose d'important. Parce que lorsque tu portes ton attention sur la respiration, tu retires momentanément ton énergie du flot incessant des pensées. Tu passes du mental au corps, du discours intérieur à la sensation concrète et immédiate. Puis commence à ralentir légèrement le rythme de façon naturelle. Inspire profondément par le nez, laisse l'air remplir tes poumons complètement, sens ta cage thoracique s'ouvrir, puis expire lentement, plus lentement que l'inspiration, comme si tu relâchais une tension invisible que tu portais depuis la veille au soir, depuis plusieurs jours peut-être, depuis longtemps. Chaque expiration est un lâcher-prise. Chaque inspiration est un renouveau, un recommencement, une nouvelle possibilité. Prends 5 respirations conscientes. Seulement 5, mais pleinement vécues. Pas en pensant à autre chose. Pas en planifiant la suite. Comme si chacune de ces 5 respirations était importante en elle-même. Comme si chacune comptait vraiment. Tu peux aussi ajouter une intention intérieure à chaque souffle. À l'inspiration, j'accueille. À l'expiration, je relâche. Ou simplement compter doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Si ton esprit s'échappe, et il s'échappera, c'est inévitable, c'est sa nature. Ne te critique pas, ne te décourage pas, ne pense pas que tu échoues. Ramène-le simplement, avec douceur vers la respiration. Encore, et encore. C'est précisément cela l'entraînement, pas la perfection, pas l'absence de distraction, mais le retour répété, patient, bienveillant. Chaque retour au souffle renforce ta capacité à rester présent. Chaque distraction reconnue sans jugement développe ta patience envers toi-même. Le matin, ton système nerveux est particulièrement réceptif à ce que tu lui envoies comme signal. Si tu commences la journée dans l'agitation et la précipitation, tu lui envoies un message d'alerte. Si tu commences en respirant calmement et délibérément, tu lui envoies un message de sécurité. Il n'y a pas de danger immédiat. Je peux être calme. Et le corps écoute ce message avec une fidélité remarquable. Les épaules se détendent, le rythme cardiaque ralentit, les muscles de la mâchoire se relâchent, l'esprit devient plus clair, plus disponible, moins réactif. Avec le temps et la pratique régulière,
tu découvriras que la respiration devient un véritable refuge intérieur. Pas un refuge pour fuir la vie ou pour éviter ses exigences. Un refuge pour la traverser avec plus de stabilité, plus de présence, plus de clarté. Dans les moments de tension de la journée, dans les conversations difficiles, dans les décisions importantes, dans les instants où tout semble aller trop vite, tu pourras te souvenir de ce point d'ancrage matinal. Une seule respiration consciente peut tout changer dans un moment critique. La respiration est toujours disponible. Elle ne dépend de personne. Et plus tu l'habites le matin, plus tu comprends qu'elle est un fil invisible entre ton corps et ton esprit, un fil qui peut toujours te ramener à toi-même, quand tu t'es perdu quelque part dans le bruit du monde. Le rituel de gratitude silencieuse. Il existe une force intérieure capable de transformer subtilement et profondément la couleur de ton esprit dès les premières minutes du matin. Une force simple, accessible à chacun, presque discrète dans son fonctionnement, mais puissante dans ses effets cumulés sur la durée. Cette force, c'est la gratitude. Au réveil, l'esprit a une tendance naturelle et très ancienne à scanner les problèmes. Ce qui manque, ce qui inquiète, ce qui doit être résolu avant la fin de la journée, ce qui pourrait mal tourner. C'est un mécanisme hérité de notre histoire profonde, lié à la survie dans un monde qui était autrefois bien plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais dans la vie contemporaine, ce réflexe crée surtout de la tension inutile, de l'anxiété diffuse, une sensation permanente que quelque chose ne va pas ou pourrait ne pas aller. La gratitude est un rééquilibrage de ce mécanisme. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés réelles. Il ne s'agit pas de se forcer à sourire quand on n'en a pas envie, ni de nier ce qui est douloureux ou compliqué. Il s'agit d'élargir le regard, d'ouvrir un peu plus le champ de vision pour y inclure ce qui est déjà là et qui mérite d'être reconnu. Après avoir pris conscience de ta respiration, après avoir observé l'état de ton esprit au réveil, pose-toi une question simple et sincère. Qu'est-ce qui est déjà là et qui mérite d'être reconnu ce matin ? Peut-être est-ce un corps qui te permet de te lever, même imparfait, même douloureux parfois. Peut-être est-ce un toit au-dessus de ta tête. Peut-être est-ce la présence d'un être cher quelque part dans ta vie. Peut-être est-ce simplement le fait d'être en vie, d'avoir une autre journée devant toi, une autre opportunité d'essayer, d'apprendre, d'aimer. La gratitude ne cherche pas l'extraordinaire. Elle s'enracine dans l'ordinaire avec une profondeur que l'extraordinaire n'atteint pas toujours. Elle trouve de la richesse là où le regard habituel ne voit que la banalité. Le rituel consiste à choisir 3 choses, seulement 3, pour lesquelles tu ressens une reconnaissance sincère et ressentie. Pas une reconnaissance mécanique, récitée rapidement comme une liste à cocher. Une reconnaissance qui descend de la tête vers le cœur. Prends quelques secondes pour chacune des 3. Ne te contente pas de les nommer mentalement en passant vite à la suivante. Ressens-les vraiment. Si tu es reconnaissant pour quelqu'un, imagine son visage avec précision. Rappelle-toi un moment partagé, laisse quelque chose de chaud se poser dans ta poitrine. Si tu es reconnaissant pour ton corps, sens-le réellement dans ce moment. La gratitude devient transformatrice quand elle devient physique. Quand elle cesse d'être une idée abstraite pour devenir une sensation concrète. Dans la sagesse bouddhiste, l'esprit est souvent comparé à un jardin. Si tu ne plantes rien consciemment, les mauvaises herbes poussent seules, naturellement, sans effort. La gratitude est une graine que tu plantes délibérément chaque matin. Elle ne supprime pas les difficultés, elle ne fait pas disparaître les défis, mais elle empêche l'esprit de se refermer complètement sur le manque, sur l'absence, sur ce qui ne va pas encore. Le matin, ton esprit est encore souple, encore réceptif. Ce que tu cultives dans ces premiers instants influence la tonalité de toutes les heures qui suivent d'une manière que tu ne mesures peut-être pas encore, mais que tu commenceras à sentir avec la pratique régulière. Si tu commences par la plainte intérieure, la frustration s'amplifie naturellement tout au long de la journée. Si tu commences par la reconnaissance, une ouverture s'installe, subtile mais réelle. 1 minute suffit pour ce rituel. Même 30 secondes peuvent faire une différence, mais elles doivent être sincères. Certains matins, tu ne ressentiras rien de spectaculaire. Continue quand même. La gratitude est un muscle comme tous les autres. Elle se renforce avec la pratique, dans le temps, dans la régularité, dans la fidélité à la pratique même quand elle ne semble pas fonctionner ce jour-là. Et progressivement, au fil des semaines et des mois, tu remarqueras peut-être que ton regard se transforme, que tu repères plus facilement les petits moments agréables qui passaient inaperçus avant, qu'une conversation anodine prend une valeur que tu ne lui accordais pas, qu'un instant de calme au milieu d'une journée chargée devient quelque chose que tu reconnais comme un cadeau.
Non pas parce que ta vie extérieure est devenue parfaite, mais parce que ton regard intérieur est devenu plus équilibré, plus ouvert, plus capable de voir ce qui est déjà suffisant. Le lâcher-prise sur les émotions du matin. Le matin, les émotions sont souvent plus proches de la surface qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Avant même que la logique ne prenne toute la place, avant que les structures mentales habituelles ne se remettent en place, tu peux ressentir une anxiété diffuse qui n'a pas de nom précis, une tristesse légère qui flotte sans raison apparente, une irritation sans cause identifiable, une lourdeur inexplicable comme si quelque chose pesait déjà sur ta poitrine avant que la journée n'ait commencé. La réaction habituelle, celle que la plupart des gens ont apprise sans qu'on la leur enseigne explicitement, consiste à lutter contre ces états. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Ce n'est pas normal, il faut que ça disparaisse. Il faut que je sois positif. Mais plus tu combats une émotion, plus tu la renforces paradoxalement. La résistance crée une tension supplémentaire par-dessus la tension initiale. Elle ajoute une couche de conflit intérieur qui épuise avant que la journée n'ait vraiment commencé. Le détachement dont parle la tradition bouddhiste ne signifie pas l'indifférence froide. Il ne signifie pas que tu deviens insensible à ce que tu vis, coupé de tes propres états intérieurs, anesthésié. Il signifie quelque chose de plus subtil et de plus libérateur. Tu apprends à ne pas t'identifier totalement à ce que tu ressens, à comprendre que ce que tu éprouves n'est pas ce que tu es. Une émotion est une vague qui traverse un océan. Si tu crois que tu es la vague, chaque mouvement devient dramatique, chaque fluctuation devient une catastrophe. Mais si tu comprends que tu es l'océan, profond et vaste, les vagues peuvent apparaître et disparaître à leur surface sans te définir, sans te réduire à leur durée et à leur intensité. Lorsque tu ressens une émotion difficile au réveil, la première étape est simplement de la reconnaître clairement et sans résistance. Voici la peur, voici la tristesse, voici la colère, voici l'anxiété. Nommer l'émotion avec précision l'empêche de rester diffuse et d'envahir tout l'espace intérieur comme un brouillard. Elle devient un phénomène précis, identifiable. Moi, quelque chose que tu observes avec une certaine distance plutôt que quelque chose qui te submerge entièrement. Ensuite, observe où elle se manifeste dans ton corps. La peur serre-t-elle ton ventre? La colère contracte-t-elle ta mâchoire ou tes épaules? La tristesse alourdit-elle ta poitrine? Ramener l'émotion au niveau corporel change profondément ta relation à elle. Tu passes d'un récit mental qui peut s'emballer indéfiniment à une sensation concrète, localisée, qui a une réalité physique précise. Et une sensation peut être respirée. Elle peut être traversée avec le souffle. Les émotions ont une durée naturelle comme les nuages qui traversent le ciel. Si tu les observes avec douceur, sans les alimenter avec des histoires supplémentaires, sans les combattre avec de l'énergie qui les renforce, elles se transforment et se dissipent. Car si tu t'y accroches ou si tu te bats contre elles, elles stagnent et grossissent. Rappelle-toi aussi, avec toute la bienveillance que tu peux te donner, que ce que tu ressens au réveil ne définit pas ce que tu ressentiras à midi ni le soir. Les états émotionnels du matin sont souvent les plus instables, les plus influencés par le passage du sommeil à l'éveil. Cette simple vérité crée une respiration psychologique, un peu d'espace, un peu de perspective dans un moment qui peut sembler écrasant. Et dans cet espace, entre toi et l'émotion, quelque chose de précieux devient possible. La liberté de choisir ta réponse, plutôt que de simplement réagir de manière automatique. La liberté de laisser une vague traverser ton esprit sans qu'elle décide à elle seule de la direction de toute ta journée. La discipline de l'attention. Ton esprit fonctionne par association constante et automatique. Une pensée en appelle une autre sans que tu lui en donnes l'ordre. Une inquiétude présente en réveille une plus ancienne qui sommeillait quelque part. Une peur de ce matin se connecte à une peur d'hier, de la semaine passée, de l'enfance peut-être. Si tu n'es pas conscient de ce mécanisme, si tu ne l'observes pas avec une certaine vigilance tranquille, tu te retrouves entraîné dans une chaîne automatique qui peut assombrir toute une matinée, toute une journée, avant que tu aies fait quoi que ce soit, avant que quoi que ce soit de difficile soit réellement arrivé. La discipline de l'attention consiste à remarquer quand ton esprit part dans ces chaînes automatiques et à choisir consciemment et délibérément où tu veux le ramener. Pas avec brutalité. Pas avec un sentiment d'échec chaque fois qu'il s'échappe parce qu'il s'échappera toujours. Avec une fermeté douce, une bienveillance patiente, comme on ramène un enfant distrait vers une tâche importante, non pas avec colère, mais avec la certitude calme que le retour est possible et que chaque retour compte. Dans la tradition contemplative, cette pratique de l'attention
est considérée comme l'un des entraînements les plus fondamentaux qui existent, non pas parce qu'elle est spectaculaire ou parce qu'elle produit des résultats immédiats visibles, mais parce qu'elle modifie progressivement, sur la durée, la structure même de ta relation à ton propre esprit. Tu n'es plus entièrement à la merci de ce qui surgit. Tu ne suis plus chaque pensée jusqu'à sa conclusion automatique. Tu deviens davantage l'observateur que le personnage entraîné malgré lui. Le matin est particulièrement précieux pour cet entraînement parce que les habitudes d'attention que tu cultives dans les premières minutes du jour créent un modèle que ton cerveau tend à reproduire dans toutes les heures qui suivent. La qualité d'attention que tu pratiques à 5 heures du matin sera, dans une certaine mesure, la qualité d'attention que tu apporteras à la réunion de 11 heures, à la conversation délicate de l'après-midi, à la décision difficile du soir. Observe, remarque, reviens, encore et encore, sans drame, sans jugement sévère envers toi-même. C'est dans cette répétition tranquille et régulière que se construit, grain par grain, une forme de liberté intérieure que rien d'autre ne peut vraiment donner. T'as la visualisation d'un esprit clair. Après avoir respiré consciemment, après avoir observé tes pensées avec Arrezini, avec un regard bienveillant, après avoir cultivé la gratitude et relâché les émotions difficiles, il y a un espace qui commence à s'ouvrir en toi. Un espace que tu peux habiter consciemment avec intention, plutôt que de le laisser se remplir par défaut avec ce que le monde y dépose. La visualisation n'est pas une technique réservée aux sportifs de haut niveau ou aux pratiquants avancés de méditation qui ont des années d'expérience. C'est un usage naturel et délibéré de quelque chose que ton esprit fait déjà spontanément en permanence, souvent dans la direction de l'inquiétude, souvent vers les scénarios négatifs et les anticipations sombres. Car la visualisation consciente consiste simplement à orienter délibérément cette capacité naturelle vers quelque chose de nourrissant, de stabilisant, de clarifiant. Imagine ton esprit comme une eau qui vient de se poser après avoir été agitée. Pas parfaitement lisse comme un miroir, mais moins turbulente qu'au réveil, une eau qui se calme progressivement, qui retrouve une certaine transparence, qui laisse voir le fond sans distorsion. Visualise cette clarté avec précision. Pas l'absence de toute pensée, ce qui n'est ni possible ni nécessairement souhaitable, mais une relation différente aux pensées qui restent. Un peu plus de distance entre toi et elle, un peu plus d'espace autour de chacune. Une légèreté que tu peux presque sentir physiquement dans ta poitrine et dans tes épaules. Certains matins, cette visualisation dure 10 secondes à peine. D'autres matins, elle s'étend naturellement parce que quelque chose en toi en a besoin ce jour-là particulièrement. Tu n'as pas besoin de la forcer ni de la prolonger artificiellement, il suffit qu'elle soit présente, même brièvement, comme un rappel vivant que cet état de clarté existe en toi et qu'il est toujours accessible, même après les nuits les plus agitées. Avec la pratique régulière, cette visualisation crée une référence intérieure durable. Une clarté que tu as appris à reconnaître et à cultiver le matin et que tu peux retrouver au cours de la journée, même dans le bruit et l'agitation, même quand tout autour de toi semble aller trop vite pour permettre de réfléchir. L'intention consciente pour la journée. Après toutes ces pratiques, après le réveil conscient, à l'observation des pensées, la respiration délibérée, la gratitude, le lâcher-prise émotionnel, la discipline de l'attention et la visualisation, il reste un geste intérieur essentiel. Le plus important de tous peut-être, parce qu'il synthétise et oriente tout le reste. Choisir consciemment la direction que tu veux donner à ta journée. La plupart des journées commencent sans intention claire. Elles commencent par réaction. Réaction aux messages qui arrivent, aux demandes qui s'accumulent, aux imprévus qui surgissent, aux urgences des autres qui envahissent l'espace. Tu avances en répondant à ce qui arrive de l'extérieur, sans jamais décider intérieurement comment tu veux être, quelle qualité tu veux apporter à tout ce que tu vas traverser ce jour-là. L'intention consciente change cela de façon fondamentale. Elle ne consiste pas à établir une liste d'objectifs précis ou à planifier chaque minute de la journée avec une précision militaire. Elle est plus simple et plus profonde que toute planification. Elle répond à une seule question intérieure, une question qui mérite quelques secondes de silence et d'attention sincère. Quelle qualité est-ce que je veux incarner aujourd'hui ? Pas ce que tu veux accomplir, pas ce que tu veux obtenir ou posséder, pas les résultats que tu veux produire. Mais comment tu veux être dans tout ce que tu vas faire ? Calme face aux imprévus, patient dans les conversations difficiles, courageux devant ce que tu as tendance à éviter, bienveillant envers les autres et envers toi-même.
présent dans chaque moment plutôt que toujours déjà dans le suivant. Lucide dans les décisions que la journée va te demander. L'intention est une orientation du cœur, pas une promesse rigide que tu devras tenir coûte que coûte. Prends quelques secondes après ta dernière respiration du matin. Laisse le silence être là un instant. Puis choisis une qualité, une seule suffit amplement, et dis-la intérieurement avec tout ce que tu es dans ce moment. Aujourd'hui, je choisis la patience. Aujourd'hui, je choisis la clarté. Aujourd'hui, je choisis la douceur envers moi-même et envers les autres. Ne prononce pas ces mots mécaniquement comme une formule vide. Ressens-les. Imagine-toi traversant une situation difficile de la journée, une que tu peux prévoir, avec cette qualité précise. Visualise ton attitude dans cette situation, ton ton de voix, ton regard, l'espace intérieur que tu veux maintenir. Dans la tradition bouddhiste, l'intention est considérée comme le moteur véritable de toute action. Ce n'est pas l'action seule qui transforme une vie sur la durée. C'est l'intention qui la précède et qui lui donne sa couleur, sa direction, sa signification. Deux personnes peuvent accomplir exactement le même geste avec des intentions radicalement différentes, et l'expérience intérieure de chacune sera totalement différente, comme si elles n'avaient pas vécu la même chose. L'intention n'est pas une promesse rigide dont tu dois te sentir coupable si tu l'oublies dans le feu de la journée, et tu l'oublieras parfois. Elle est un fil discret et bienveillant auquel tu peux revenir à tout moment, à midi, l'après-midi, le soir. Si à midi tu réalises que tu as perdu patience, que tu t'es laissé emporter par une réaction que tu ne voulais pas avoir, et plutôt que de te juger sévèrement, tu peux simplement te souvenir. Mon intention était la patience, et tu recommences à t'étreindre à cet instant précis, pas depuis le matin, pas depuis le début, depuis maintenant. Avec le temps et la fidélité à cette pratique, quelque chose se transforme subtilement dans la façon dont tu te définis. Tu ne te définis plus uniquement par tes rôles, tes obligations, tes titres, tes performances, tu te définis par les qualités que tu cultives consciemment, jour après jour, matin après matin, recommencement après recommencement. Le matin devient alors un moment de création intérieure profonde. Tu ne subis plus la journée comme quelque chose qui t'arrive de l'extérieur et auquel tu dois t'adapter en permanence. Tu la façonnes de l'intérieur à partir de ce que tu as choisi d'être avant même qu'elle commence. Et même dans un contexte difficile, même dans une période d'incertitude, même lorsque les circonstances semblent te dépasser et que tu n'as pas le contrôle sur ce qui va se passer, parce que ton espace intérieur reste toujours un territoire libre, toujours, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Et chaque matin, dans ces 10 premières minutes que tu choisis de vivre avec présence et intention plutôt qu'avec automatisme et précipitation, tu rappelles à ton esprit qu'il n'est pas condamné à répéter indéfiniment ce qu'il a vécu hier, qu'il peut, dans ces quelques minutes avant que le monde ne reprenne ses droits, choisir une autre direction, une direction plus stable, plus calme, plus alignée avec ce que tu veux profondément devenir, non pas demain, non pas quand les conditions seront parfaites, mais aujourd'hui, dès maintenant, dès ce matin.